Bon, mais bonjour Vincent. Salut Damien. Aujourd'hui, on va sortir un petit peu, grâce à toi, des sujets qu'on traite habituellement sur la chaîne, où on parle beaucoup de marketing B2B. Et là, on va traiter spécifiquement là, le sujet des systèmes de recommandation, où tu vas nous Mhm. apporter, comme tu manages l'équipe qui gère les systèmes de recommandation chez Rakuten, tu vas nous apporter ta vision à toi, pas une vision de théoricien, mais vraiment une vision plutôt basée sur tes expériences ouais, dans ton parcours. Est-ce que tu peux peut-être juste pour commencer, pour notre audience, te présenter rapidement? Oui, très bien. Déjà, merci pour cette opportunité. Alors, donc, je m'appelle Vincent, je co-manage l'équipe qui gère le système de recommandation et de personnalisation de Rakuten, du groupe Rakuten. Et donc, effectivement, c'est une approche qui est aussi bien théorique, mais aussi très pratique, parce que c'est quelque chose qu'il faut, effectivement, qui marche et qui est utilisé. Et donc, voilà, et juste aussi pour préciser que tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui vient de mon expérience, mais n'est pas forcément représentatif de Rakuten, voilà. Bah, l'expérience, de toute façon, c'est ce qui intéresse. Et moi, ce qui m'intéresse et ce qui intéresse l'audience, des côtés concrets sur ces sujets qui sont des fois traités de manière très théorique. Et pour commencer, est-ce que tu peux peut-être nous partager qu'est-ce que c'est que les objectifs des systèmes de recommandation? Alors, ces objectifs sont divers et dépendent aussi un petit peu du but marketing qui veut être atteint. Donc, un système de recommandation, c'est on recommande des produits, ça peut être des produits, ça peut être des films, ça peut être différentes choses. Et donc, à travers ce système de recommandation-là, on essaye d'améliorer des objectifs ou des KPI marketing. Donc, le système classique, c'est vraiment de l'aide à la navigation. C'est ce que vous voyez sur tous les sites de e-commerce, c'est-à-dire que vous êtes sur un produit et en dessous, on est en train de vous dire, vous êtes en train de regarder ça, on vous connaît ou pas par ailleurs, vous pourriez être intéressé par tel autre produit. Donc, c'est vraiment une aide à la navigation. Il y a aussi, pour aller un peu plus loin que la navigation, il y a aussi ce qu'on appelle la sérendipité, c'est-à-dire un petit peu aider l'utilisateur à découvrir ce qu'il ne sait pas vraiment qu'il est en train de chercher. Donc, ce n'est pas forcément que des produits identiques, ça peut être, vous êtes en train de regarder un produit, on vous connaît, vous ne le savez pas encore, mais vous pourriez être intéressé par ça. C'est aussi pour améliorer, pour donc accroître les ventes, la taille moyenne d'un panier, etc. C'est aussi conserver, par exemple dans des cas de produits culturels, conserver l'attention de l'utilisateur, typiquement sur Netflix, sur Deezer, etc. Il n'y a pas vraiment de vente en soi-même, c'est vraiment conservé. Et finalement aussi, après, il peut y avoir un intérêt aussi marketing qui peut être, par exemple, de pousser des produits qui ont des réductions, des produits qui sont en surstock, etc. Et donc ça sort parce que c'est vrai que d'habitude, quand on pense au système de recommandation, on pense directement, on dit, ah bah ça sert uniquement à inciter ou à de l'upselling, mais finalement, dans ce que tu dis, ça sort aussi sur d'autres usages. Tu parlais par exemple de Netflix, sur l'idée de conserver l'utilisateur qui est pas directement sur ces sujets, donc on est aussi sur C'est ça, enjeux, ouais. faut vraiment voir le système de recommandation comme une partie intégrante de la navigation de l'expérience utilisateur. C'est un spectre qui est assez large, qui va aussi bien d'un point de vue vraiment, je vais dire, marketing, publicité, ads, qui est vraiment poussé parce que vous avez des collaborations ou parce que vous avez des discounts sur des produits particuliers, qui vont jusqu'à juste à une recommandation qui est vraiment, qu'on va appeler organique, c'est-à-dire dans lequel on ne force pas la publicité, etc., et qui aura, elle, plus pour but de faciliter la navigation, conserver l'intérêt de l'utilisateur, etc. Ok, très clair. Et est-ce que peut-être que tu peux revenir sur, parce qu'on a souvent une vision un peu superficielle quand on est de l'extérieur du système de recommandation, sur en gros qu'est-ce que c'est, comment tu le définis? Alors, un système de recommandation, c'est un système informatique. Souvent, donc, vous pouvez vous y connecter souvent par ce qu'on appelle une API. C'est-à-dire que vous avez un point d'accès qui vous appelez avec un certain nombre de paramètres qui sont j'ai tel utilisateur, j'ai tel produit, je suis dans tel contexte, qu'est-ce que je peux recommander? Donc il y a une partie vraiment qui est, je veux dire, vraiment purement de l'ingénierie, qui est définir ce système d'interaction avec les clients et permettre un certain nombre de modifications à ce point de vue-là. Il y a aussi un point de vue vraiment qui est ce qu'on appelle les traitements en batch, c'est-à-dire vraiment les gros traitements de données qui sont là où un peu, je vais dire, une partie de la magie opère qui est calculée dans des gros volumes de données en disant tous ces utilisateurs ont vu ces produits ensemble, donc ça veut dire que potentiellement on peut les recommander.
Et donc, vraiment, c'est ces deux axes-là sur lesquels il faut travailler, aussi bien la partie, je vais dire, temps réel API que la partie vraiment batch. Donc, un système de recommandation, on peut voir ça comme une boucle, en fait. C'est-à-dire qu'on collecte des données sur l'utilisateur, qui peuvent être des données d'achat, qui peuvent être des données de tracking. On les travaille pour en obtenir des données de recommandation qu'on expose à un utilisateur et on voit l'interaction que ça peut avoir, c'est-à-dire est-ce qu'il achète plus, etc. Et on renouvelle le système de cette façon-là. Je ne sais pas si ça correspond à peu Si, près si, ça correspond à cette idée-là. Donc, je me souviens que dans l'échange qu'on avait parlé, tu parles aussi d'une approche qui était un petit peu boîte noire, d'entité, enfin, d'entité vers entité en quelque sorte. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut voir le système de recommandation, ça peut être assez générique, c'est-à-dire que vraiment l'utilisation classique qu'on en fait dans les e-commerce, c'est vraiment un produit vers un produit, ce que vous avez sur Amazon, ce que vous avez sur Rakuten, ce que vous avez sur plein de sites. Il faut voir que la recommandation, c'est vraiment pour quelque chose d'entrée, qu'est-ce qu'on peut recommander, qu'est-ce qui est corrélé pour une sortie. Donc, c'est produit vers produit, ça peut être un utilisateur vers une liste de produits, ça peut être quand vous êtes dans le cas de marketplace, de place de marché, vous avez pas un seul vendeur en propre, mais plein de vendeurs. Ça peut être un utilisateur vers des vendeurs, ça peut être des vendeurs vers des vendeurs. Vous êtes en train de regarder le magasin de tel vendeur sur telle place de marché, vous pouvez être intéressé par tel autre vendeur. Donc c'est vraiment, il faut voir ça un petit peu comme, je suis désolé d'utiliser des anglicismes, mais many to many, c'est-à-dire vraiment des entités, différents types d'entités vers différents types d'entités pour vraiment effectivement voir toutes les possibilités qu'un système de recommandation peut apporter. Et ce qui fait que quand tu le présentes comme ça, on est quand même sur quelque chose qui nous. Enfin, globalement, ce qu'on s'est plaisir, un truc assez simple, voilà, many vers many, comme tu dis. Mais derrière, forcément, s'il y a des équipes qui travaillent dessus, c'est que c'est quelque chose qui est probablement quand même assez complexe. Qu'est-ce qui va créer cette complexité, en quelque sorte Alors, il y a, je vais dire, trois axes de complexité. La première, c'est la complexité, je vais dire, marketing, qui est vraiment de comprendre quel est l'intérêt. C'est pas juste mettre de la recommandation pour mettre de la recommandation. Est-ce qu'on veut augmenter l'achat moyen, la taille moyenne d'un panier? Est-ce qu'on veut conserver l'utilisateur? Est-ce qu'on veut faciliter l'acquisition de l'utilisateur? Donc, c'est vraiment réussir à définir clairement quel est l'intérêt, parce que directement, fatalement, les algorithmes, etc., vont être légèrement différents. Après, il y a une partie qui est vraiment purement technique, qui est, c'est un système qui tient une certaine charge. Quand vous êtes pendant le Black Friday sur Amazon, vous avez des volumes qui explosent. Quand de la façon sur Rakuten, de la même façon sur plein de sites. Donc, fatalement, effectivement, il faut tenir la recharge d'un point de vue technique et informatique. Il faut aussi passer à l'échelle, c'est-à-dire que fatalement, si vous avez 1000 utilisateurs, vous en avez 100 millions, ben, du coup, la volumétrie à traiter n'est pas la même. Ça, c'est vraiment plus, je veux dire, un aspect technique, voire big data. Et la troisième complexité est la complexité, j'ai plus appelé ça data science, machine learning, qui est vraiment... il faut savoir que la recommandation, ça reste un domaine sur lequel il y a encore beaucoup de recherche. Et donc, fatalement, c'est comment est-ce qu'on peut améliorer les algorithmes, comment est-ce qu'on peut améliorer le machine learning, comment est-ce qu'on peut améliorer les règles qu'il y a dans le système qui permettent de recommander un peu mieux. Un système de recommandation, pour idée, Amazon, enfin, c'est des chiffres qui datent d'il y a peut-être une dizaine d'années, mais c'était à peu près 30, ils disaient que 35% de leur vente venait du système de recommandation. Il faut savoir que même si vous augmentez la capacité la performance de votre système de recommandation d'1%, 1%, même de 35% du chiffre d'affaires d'Amazon, c'est énorme. Donc, c'est vraiment ces trois axes-là qui sont en plus très imbriqués, c'est-à-dire que une amélioration d'un point de vue data science peut impacter le passage à l'échelle ou le temps de réponse d'un point de vue technique. Et donc, c'est vraiment, tout est lié, il faut vraiment naviguer à travers tout ça. Donc, c'est un peu cette complexité-là qui est inhérente. Et ce qui fait que derrière, ça pose, enfin, quand on parle de cette complexité, en particulier sur le dernier point que tu as évoqué, ça pose aussi la question de comment est-ce qu'on mesure cette qualité de la recommandation, qui est un enjeu, moi que je vois bien côté marketing dans ce qu'on met en place, d'être capable d'analyser un peu les retours pour être capable de s'améliorer. Comment ça s'évalue une recommandation, une qualité de recommandation? C'est pareil. Donc déjà, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est aussi tout dépend l'évaluation dépend de quel est le but à atteindre. Oui. Après, comme je disais, souvent, effectivement, nous, on a
en retour, qui peuvent être des données un petit peu de tracker sur le site web, des données de navigation, des données d'achat. Donc on sait que sur tel utilisateur, on lui a montré tel produit, et sur les 10 produits qu'on a montrés, il y en a un qui a été acheté. Donc en fait, en agrégeant ces données sur tous les utilisateurs et sur une certaine période de temps, on peut voir que logique de recommandation fait par exemple ce qu'on appelle un CTR, un click-through ratio, qui est d'une certaine valeur, un CVR qui est d'une certaine valeur. Donc on peut mesurer ce genre de métriques. Donc déjà, ça nous donne un peu les métriques classiques. Après, il peut y avoir des métriques un peu plus poussées qui sont, comme je disais, les métriques de nouveauté, c'est-à-dire est-ce qu'on arrive, le système arrive à capturer les changements très rapides, c'est-à-dire vous êtes sur Netflix, vous avez un blockbuster qui arrive aujourd'hui. Est-ce que vous allez arriver rapidement à faire rentrer ça dans le système de recommandation pour prendre en compte cet effet-là? Donc voilà, il y a une certaine, c'est un petit peu, je vais dire, les métriques statistiques qu'on regarde. Il y a donc après, il y a effectivement cette boucle d'interaction que je disais pour avoir les retours des utilisateurs. Et finalement, après, le but du jeu, et c'est vraiment un petit peu vraiment un jeu justement, c'est réussir à améliorer cette recommandation. C'est pour ça qu'on part sur des principes de ce qu'on appelle les A/B tests. Donc, je ne sais pas si c'est des choses Oui, que votre c'est groupe du côté, connaît. voilà, côté marketing, on a les mêmes approches. D'accord, c'est ça. C'est-à-dire vraiment montrer à 100 000 utilisateurs, 50 000 vont voir la version A, 50 000 la version B, et au bout d'une semaine, de 2 semaines, statistiquement, on regarde s'il y a une version qui marche mieux que d'autres sur certains critères. Ok, non mais très clair. Et ce qui fait que je pense cette qualité, nous sur le côté, sur les enjeux plutôt marketing au sens que ce soit SEO, SIA, etc. Il y a eu des gros impacts dans les dernières années par tout ce qui est la politique, la gestion des cookies, le RGPD, etc. Ça a eu des gros impacts dans la manière dont on évaluait en quelque sorte et dans la manière dont on réalisait notre travail et on était capable de l'améliorer. Quel était un peu l'impact de ça sur les systèmes de recommandation? Est-ce que ça a impacté les algorithmes? Est-ce que ça a impacté la qualité qu'on était capable de proposer? Alors, je suis pas juste petit aparté, je suis pas du tout juriste, donc il y a toute une ramification des conséquences que je maîtrise pas forcément. Oui, fatalement, il y a un impact. Le but du RGPD, c'est vraiment de limiter le tracking des utilisateurs. Et donc, fatalement, il y a des contraintes. Si les utilisateurs n'acceptent pas les cookies, si les utilisateurs n'acceptent pas veulent supprimer leurs données, etc., fatalement, il y a un impact. Comme partout, le nerf de la guerre, je vais dire, c'est un peu les données. Donc, avec moins de données, effectivement, il y a moins d'utilisation. Après, il y a aussi, là encore, je parle sur ce que j'en ai compris, il y a absolument aucune vocation légale, mais dans le RGPD, il y a cette notion de différents utilisations des données, c'est-à-dire des utilisations pour vraiment, je vais dire, le bon fonctionnement du site jusqu'à des utilisations qui vont à de la publicité, etc. Si c'est vraiment de la collecte interne de données pour de la recommandation en interne, effectivement, dans certains cas, ça pourrait être considéré comme bon fonctionnement. Après, il y a aussi différents niveaux, c'est-à-dire qu'on peut très bien ne pas personnaliser la recommandation pour un utilisateur, mais toujours lui montrer la recommandation. Vous savez, la recommandation produit-produit. Fatalement, ça contraint tout ce genre de choses. Il y a aussi une approche de la recommandation. Donc là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce qu'on appelle la recommandation basée sur du comportement, c'est-à-dire les gens qui ont acheté ça, les gens qui ont browsé ça, vu ça, ont vu ça. Il y a aussi toute une partie de la recommandation qui s'appelle content-based, donc qui est vraiment basée sur le contenu, le catalogue même. Et effectivement, vous avez Netflix, vous avez je ne sais pas combien de dizaines de milliers de films, vous avez des catégories, vous avez des synopsis, où il y a des durées, des acteurs. Et donc, rien qu'en travaillant cette donnée-là, on peut dire, vous avez regardé tel film, vous pouvez être intéressé par tel film qui est dans la même catégorie, par le même réalisateur, etc. Ces données-là ont une certaine valeur, qui n'est pas toujours accessible et fatalement pour des données culturelles, il y a beaucoup de volume. Si vous faites, j'en sais rien moi, la recommandation sur quelque chose sur lequel vous n'avez pas de catalogue ou qu'il y a un catalogue qui est beaucoup moins valorisable, fatalement c'est moins important. Et du coup, cette partie de contenu qui est complètement décorrélée des données utilisateurs peut être utilisée pour compenser un petit peu ça, ou même en parallèle compléter dans certains cas. Ce qui fait que ça a eu un impact à la fois de ce que je comprends, qu'à la fois statistique, c'est-à-dire que moins de données qu'on récupère, donc moins de capacité à analyser en quelque sorte.
Et aussi, ça pose la question de dire, est-ce que le système de recommandation, qui est là une question, est-ce qu'on est plutôt sur une approche qui va être personnalisée par rapport à la personne, ou plutôt basée par des groupes d'utilisateurs et... Alors, alors voilà, il y a toute cette thématique qui est aussi, est-ce que c'est une utilisation interne ou externe? Est-ce que vous êtes en train de pousser de la recommandation sur des sites web comme certains groupes publicitaires le font? Est-ce que c'est juste de la recommandation interne? Après, effectivement, dans la recommandation, il y a un spectre de granularité. On peut aller à la personnalisation vraiment individualisée, ce qu'on appelle one-to-one, qui est vraiment, on a un utilisateur, on sait les quelques produits qu'il a achetés, on regarde par rapport à cet ensemble bien défini de produits achetés ou visités, on peut lui faire une recommandation très détaillée. À de la recommandation qu'on va appeler qui est basé sur des segments de base, qui est vraiment, voilà, on sait que cet utilisateur a tel âge, là, éventuellement tel comportement de browsing, donc on sait qu'il pourrait être intéressé par tel type de produit. Vraiment une recommandation qui est purement, contextuelle. Effectivement, s'il est 11h du soir que vous êtes sur Netflix, ou s'il est 9h du matin mercredi, potentiellement, je ne connais pas les algorithmes de Netflix, mais on pourrait penser qu'effectivement, peut-être que des contenus vont être poussés différemment pour les parents ou pour les enfants, basés seulement sur l'heure ou sur, on pourrait même imaginer sur la météo. Donc là encore, on n'est même plus sur du personnalisé, mais on reste sur du contextuel. Et après, il y a vraiment la recommandation totalement non personnalisée qui est vraiment comme je disais, vraiment des produits similaires ou même des top produits qui peuvent être juste, voilà, les meilleurs articles d'actualité aujourd'hui sur tel journal. Et puis Et ce qui fait que c'est des approches qui sont cloisonnées entre ce que tu cites là, ou est-ce que des fois, dans les algorithmes, d'un point de vue algorithmique, t'as des sortes d'agrégats en quelque sorte de ces différentes approches? alors, s'il n'y a pas de contrainte marketing, parce que des fois il peut y avoir des contraintes marketing qui est que cette page, il faut obligatoirement un top produit parce que c'est comme ça que le concept et le design a été pensé. Sinon, effectivement, on peut avoir fatalement des agrégats, donc des combinaisons de logique qui sont que on peut vouloir du personnalisé, mais si un utilisateur arrive qu'on ne connaît pas, dans ce cas-là, on peut utiliser baisser un peu l'information qu'on a sur l'utilisateur et même éventuellement avoir par défaut un top produit qui va s'afficher. Donc effectivement, ça peut être un agrégat. Après, c'est simplement ce qui est possible en fait. Dans certains cas, on n'a pas d'informations. Dans certains cas, on peut pas se connaître les utilisateurs. Et donc, voilà, on est obligé de s'adapter au contexte. Mais tu es capable de pondérer en quelque sorte ces différentes aspects. Enfin, tu fais ce que il n'y a pas de limite sur ces... Il y a des limites qui peuvent être techniques, il y a des limites fatalement qui peuvent être aussi d'un point de vue apprentissage statistique, machine learning, etc., dans des limites de ce qu'on peut faire. Mais oui, l'idée, c'est effectivement, ça va aller sur ce qu'on appelle des approches, alors je vais dire le mot anglais qui s'appelle learning to rank, je ne connais pas forcément le vrai mot français, mais je vais dire apprendre à trier, apprendre à ranger, qui sont en fait, c'est des approches un peu temps réel, donc on peut considérer vous avez 4 ou 5 logiques qui sont calculées de manière journalière, en batch, etc. Ça peut être basé sur les achats, basé sur les vues, un top produit, basé sur le contenu. Et après, en temps réel, on a ces 4 logiques qui donnent 20 candidats chacun. Donc, 80 candidats, soit qu'on va en montrer 10 à l'utilisateur. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trier en temps réel parmi ces 80 produits pour trouver les 10 meilleurs en se basant sur des données temps réel qui vont être les 5 dernières minutes de navigation, l'heure du jour, etc. D'accord. Ok, si c'est plus, enfin c'est plus clair, ça se clarifie. Est-ce que justement pour conclure, est-ce que tu as comme ça t'as déjà partagé un ou deux chiffres qui étaient intéressants justement sur cette augmentation de 1% qui avait des impacts très importants. Est-ce que tu as comme ça quelques chiffres, quelques éléments clés qui permettent de montrer en quelque sorte un peu cet impact Alors, fatalement, c'est comme d'habitude pour ce genre de choses, c'est très dur d'avoir des chiffres parce que ça touche un peu vraiment aux performances même des compagnies et des sites web. Les chiffres qui ont été publiés, si mes souvenirs sont bons, c'était il y a une dizaine d'années. Donc je pense que ça n'a pu que s'améliorer. Donc Amazon disait que 35% de son chiffre, de ses ventes venaient du système de recommandation, qui peut être considéré en général. Hein. C'est-à-dire que
même dans les moteurs de recherche, il peut y avoir de la recommandation, de la personnalisation. Donc, effectivement, c'est pas juste c'est ce qu'on appelle des widgets, c'est pas juste les carousels que vous avez dans les pages, ça peut être la personnalisation d'un site web, etc. Jusqu'à Netflix, donc il disait, pareil, il y a une dizaine d'années, que 75%, je crois, des vues étaient liées à un système de recommandation. C'est-à-dire que c'est vraiment, les gens arrivent et puis ils naviguent et ils finissent par trouver ce qu'ils veulent. Et donc voilà, et donc c'est vrai que ces chiffres-là sont intéressants. C'est pour ça qu'il y avait le fameux Netflix Prize, le prix Netflix qui avait été, qui date même maintenant d'une quinzaine d'années, qui était vraiment 1 million d'euros si une équipe arrivait à battre l'algorithme de Netflix. Et finalement, en fait, quand on regarde 1 million d'euros, si quelqu'un arrive avec même 1% d'amélioration sur un système de recommandation, à l'échelle de Netflix ou de grandes compagnies, c'est un chiffre d'affaires énorme qui est en jeu. Donc voilà, et donc c'est vrai que bon, ça fait partie de ces chiffres-là. Il faut savoir que le système de recommandation, c'est comme je disais, hein, ça peut aller dans le moteur de recherche, ça peut être aussi vraiment la personnalisation d'interface utilisateur sur Netflix, suivant ce que vous allez faire. Vous avez plein de recommandations différentes. Vous avez la liste, les meilleurs films en ce moment, les dernières recommandations par catégorie, etc., etc., etc. Et même ces blocs de recommandations eux-mêmes sont eux-mêmes recommandés et sont eux-mêmes réorganisés suivant l'utilisateur. Donc, ça peut vraiment aller très loin et après, effectivement, réussir à comprendre quelle est la part du chiffre d'affaires qui vient de ces systèmes-là est un peu compliqué, mais c'est possible. Et ça, c'est des choses qui continuent d'évoluer. En fait, les systèmes de recommandation, est-ce qu'on est arrivé à une sorte de palier en question de leur fonctionnement? Est-ce qu'il y a ça continue à innover fortement? Est-ce qu'on passe à des... Ça innove beaucoup. Il y a enfin, il y a des très très grandes conférences comme Rexis qui sont tenues chaque année juste sur les systèmes de recommandation. Donc fatalement, il y a une grosse partie de recherche et applicative côté industriel, mais il y a aussi une grosse partie de recherche aussi côté académique, pour plein de raisons. Déjà, fatalement, ça rapporte de l'argent, donc les gens s'y mettent. La partie des systèmes de recommandation sont très intriqués avec les dernières approches d'apprentissage statistique, de machine learning, d'AI. Donc, fatalement, avec les améliorations de ces domaines-là, maintenant, vous pouvez avoir des recommandations basées sur le contenu même de l'image ou de la vidéo qui est extraite et qui est traitée avec toutes les approches de deep learning, enfin, d'apprentissage profond, etc. Donc, fatalement, toute la partie système de recommandation est nourrie par les dernières améliorations de traitement du langage naturel, de traitement de l'image, de traitement de la vidéo, etc. Fatalement, avec aussi depuis 10, 15 ans, 20 ans, c'est incomparable la quantité de données qui peuvent être collectées, traitées, même la volumétrie qui arrive sur les sites, sur des sites qui font de la recommandation. Donc fatalement, plus de données incite aussi à des algorithmes qui doivent être plus performants, qui doivent prendre en compte plus de données, ou qui n'étaient pas performants car peu de données et qui maintenant peuvent être performants. Donc, non, c'est un domaine qui bouge effectivement énormément. Bon, mais merci beaucoup Vincent pour cet échange. Ça m'a donné moi une vision un peu plus claire du sujet que je voyais vraiment le lien. Donc j'espère que ce sera pareil pour toutes les personnes qui auront l'occasion de voir cette vidéo. Bah, merci beaucoup. Merci Vincent. pour, Et merci puis à pour cette. bientôt. À bientôt. Au revoir.